Merci à tous ceux qui se joignent à moi pour les 2 prochaines heures. Réforme forestière. On va commencer notre émission là-dessus parce que c'est un dossier que je suis pour vous depuis plusieurs mois. On a déjà eu l'occasion de faire des entrevues et je tenais vraiment à parler à la ministre responsable de cette grande réforme de la forêt, la ministre Maïté Blanchette-Vézina, qui propose avec son projet de loi 97 de moderniser le régime forestier. C'est une loi qui est assez chargée. Je l'ai devant moi. Ceux qui nous regardent, voyez que c'est un projet de loi là, qui est assez qui est nombreux en termes de pages. Il y a beaucoup d'articles. C'est aussi un projet de loi qui est loin de faire l'unanimité. Je tenais à lui parler. Elle est avec moi ce matin, Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable également de la région du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bonjour, Madame Blanchette-Vézina. Bonjour. Alors, avec votre projet de loi, le fait de dire que ça ne crée pas l'unanimité, c'est faible comme mot. En fait, je devrais dire que je cherchais quelqu'un qui était en faveur de cette réforme, de cette modernisation, comme vous l'appelez, du régime forestier, et j'ai trouvé personne qui était d'accord avec ce projet de loi. J'ai envie de vous dire, quand un projet de loi fait l'affaire de personne, il faut le changer peut-être. Comment vous réagissez? Comment vous arrivez encore à défendre ce projet de loi, Madame Blanchette-Vézina? Peut-être recadrer là, c'est certain que dans la forêt, il y a des intérêts qui sont divergents. Certains vont dire qu'on va trop loin, d'autres vont dire qu'on va pas assez loin. J'ai modernisé la loi sur les mines il y a 1 an et on me mentionnait la même chose. Puis aujourd'hui, les choses avancent bien. Alors moi, je pense aux communautés forestières, je pense aux 57 000 emplois, aux travailleurs dans nos régions qui ont bien besoin d'avoir un environnement d'affaires qui est plus prévisible, puis environnement de cohabitation qui est plus prévisible aussi. On le dit, on le répète, le contexte économique pour la filière forestière, il est très difficile. Il y a un conflit du bois d'œuvre, les tarifs sont toujours à 14,5 pourraient monter à 34 cet été. Avec les États-Unis, c'est majeur. Et moi, chaque emploi perdu dans les régions du Québec, c'est un emploi de trop. Donc, le statu quo, et ça fait l'unanimité. Le statu quo, il est plus possible. Mais c'est normal que les groupes aient qui ont des intérêts divergents critiques. Mais la semaine dernière, on a eu des consultations. L'UMQ a été vraiment positive. On a également l'UPA qui se sont déplacés. Qui étaient en faveur. Donc, plusieurs groupes la semaine dernière qui étaient favorables à ce qu'on fasse des changements et aux changements qui sont apportés. Mais je demeure à l'écoute, bien sûr, des consultations particulières, c'est à ça que ça sert. On pourra voir à la lumière des consultations s'il y a des amendements qui doivent être apportés au projet de loi parce que c'est un projet de loi important, majeur. La loi sur les forêts, l'aménagement durable du territoire forestier, on ne touche pas à ces lois-là régulièrement. Alors, il faut le faire. Puis on va continuer d'avancer pour les travailleurs des régions. Hein. Oui, vous êtes en commission parlementaire. Hier, il y a quand même beaucoup de communautés autochtones, entre autres, avec d'autres représentants. Là. Il y avait l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador qui était là. Mais elles disent, en fait, ce que disent beaucoup d'autres gens, c'est-à-dire que c'est un recul majeur face aux droits des Premières Nations, mais que ça menace aussi la paix sociale sur les territoires forestiers parce que on mise sur le rôle essentiellement économique de la forêt, tout en oubliant le reste du contexte. Et j'ai lu beaucoup de rapports encore dernièrement là, sur des spécialistes de la forêt québécoise qui sont d'accord avec les Premières Nations. Vous parlez de l'UMQ, la Fédération québécoise des municipalités a quand même dénoncé aussi votre projet de loi. Comme je vous dis, il n'y a pas grand monde qui est d'accord avec ça. Alors, il y en a même qui disent, après l'erreur boréale, on se souvient d'à l'époque, là, c'est carrément l'horreur boréale. Expliquez aux Québécois qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il y a de positif pour eux là-dedans? En fait, ce qu'on vient faire avec le projet de loi, c'est s'assurer d'avoir des fonctions qui sont plus claires. Alors, on veut atteindre des objectifs de protection du territoire, 30 de protection, mais chaque fois qu'on met une aire protégée, on établit une aire protégée, il est certain que ça a un impact sur la possibilité forestière. On a toujours un forestier en chef qui vient calculer la réelle possibilité forestière. Avec des baisses de possibilités forestières viennent, bien sûr, des pertes d'emplois. Donc, si on veut atteindre nos objectifs de protection de biodiversité, continuer d'avoir des activités de récréotourisme,
tout en ayant des emplois forestiers liés à la filière forestière, qui est importante, soit dit en passant aussi, pour décarboner notre économie. Lorsqu'on utilise du bois dans la construction, ça décarbone nos bâtiments. On en a besoin également. On vit une crise du logement. On souhaite augmenter la part du bois dans nos constructions. Mais là-dessus, c'est bon pour tout le monde. Mais donc, il faut pouvoir avoir ces deux fonctions-là, et c'est ce qu'on vient faire. Mais il n'y a pas de recul pour les Premières Nations. C'est même des avancées, notamment la création d'une table de haut niveau qui était demandée par les partenaires pour discuter, oui, du projet de loi, mais aussi d'une politique de consultation. C'est très difficile en ce moment de pouvoir comprendre ce qu'est une consultation. Plusieurs rencontres avec elle, 14 notamment. Et hier, on est venu mentionner en commission parlementaire que ce n'était pas des consultations. Alors, il est très difficile pour le gouvernement du Québec de s'y retrouver, pour les Québécois également. Alors, moi, je retends la main. Je dis, on a une table de haut niveau pour discuter du projet de loi. Moi, le dialogue, il est toujours ouvert, puis je les invite à s'asseoir avec nous pour voir quels changements pourraient être apportés. Oui, je veux pas vous couper, mais comme on m'a accordé peu de minutes avec vous, j'ai quand même quelques questions. J'ai parlé régulièrement à Lucien Wabanonik, puis je vais lui parler d'ailleurs après vous, qui est le chef du Conseil de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon. Lui, il n'a pas été consulté assez à son goût. Et si je me réfère à votre démarche là, des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt, ce que j'entends, puis toute cette démarche de réflexion sur l'avenir de la forêt où, effectivement, on dit que c'est une ressource qui est importante pour les Québécois, il y a une occupation du territoire qui doit être respectée. Moi, ce que je vois dans votre projet de loi, c'est quand même finalement... je reviens à ce que je disais tout à l'heure, rôle économique essentiellement de la forêt. Vous doublez les droits. Hein, le projet de loi, je le cite, là, remplace les garanties d'approvisionnement par des licences d'aménagement forestier durable et allonge de 5 à 10 ans la période de validité des droits forestiers permettant d'approvisionner une usine de transformation de bois. Bref, ce que disent beaucoup de gens... Il n'y a pas de double... On ne peut pas doubler, en tout respect, là. On peut pas doubler l'attribution de droits. On allonge le délai avant d'arriver à un renouvellement parce qu'il y a toujours le forestier en chef, je le rappelle. On a 5 à 10, 5 ans, puis là, ça va être 10 ans. C'est doublé. Mais ça n'augmente pas la possibilité forestière. Ce que ça vient faire, c'est de dire, au lieu de d'allonger les droits, je comprends. Oui, on allonge les droits. Oui. D'autres experts disent, vous parlez de décarbonation, il y a d'autres experts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, qui disent, on passe complètement par-dessus, on fait fi complètement de l'adaptation naturelle de nos forêts, qui sont effectivement très mises à mal à cause des changements climatiques. D'ailleurs, dans votre démarche des tables de réflexion, vous commencez comme ça. Au moment où nos forêts brûlent, c'est important de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de nos forêts. Fait qu'on s'entend que... Moi, ce que je vois, c'est qu'on ouvre encore plus la porte à de la coupe forestière, on donne plus de territoire, on augmente quand même le territoire qui va pouvoir être bûché par les compagnies privées forestières. Est-ce que j'ai mal compris? C'est pas ça? Mais je veux pas vous dire que vous avez mal compris. Mais dites-le moi je veux juste comprendre. Vous avez dit, c'est ça, plusieurs choses dans ce que vous avez dit qui ne se retrouvent pas dans le projet de loi. Allez-y. Rallonger le délai des licences. Puis prenons le temps aujourd'hui, là, moi, je veux prendre le temps avec vous pour que tout le monde puisse comprendre bien ce qu'on fait. Alors, premièrement, rallonger les licences, ce que ça vient faire, c'est pas augmenter la possibilité de forestière, là. Le forestier en chef, à chaque 5 ans, en ce moment, vient calculer la possibilité forestière et il va le refaire encore. Alors, si on fait des investissements en foresterie, en travaux sylvicoles pour du reboisement, par exemple, ça peut avoir un effet positif sur la possibilité forestière. Mais si on ne fait pas le reboisement, ça va avoir un effet négatif. Donc, ça va baisser. On récolte jamais plus que les intérêts de la forêt. Et ça, c'est pas le gouvernement qui décide ça. Les intérêts de la forêt. C'est le forestier. C'est ça. Le forestier qui est notre vérificateur. Fait que d'une première chose, ça ne changera pas la possibilité forestière. Ce que ça va pouvoir faire, par exemple, c'est s'assurer que les investissements, c'est 1 milliard de dollars là, que je suis allée chercher dans les 3 dernières années des finances des Québécois pour pouvoir avoir des activités économiques pérennes en forêt, pouvoir reboiser nos forêts suite aux feux de forêt. Alors, ces investissements-là, il faut les mettre aux bons endroits. C'est pas vrai mentionner qu'on privatise ou qu'on donne plus. Est-ce que je peux terminer sur vos commentaires? Je veux juste m'assurer que les gens comprennent bien. C'est pas vrai que le territoire il va y avoir plus de territoire. En fait, on va concentrer les activités au bon endroit. En ce moment, partout, sur tout le territoire, sauf les aires protégées actuelles, il y a de la récolte forestière qui se fait. Il y a des difficultés de cohabitation. Moi, je l'ai entendu dans les
dans les tables de réflexion sur l'avenir de la forêt, mais depuis que je suis en poste partout dans les régions, cette cohabitation-là, elle est difficile. Alors, on va venir concentrer les activités aux bons endroits. Au Québec, on est derrière beaucoup d'autres sur le rendement par hectare. Alors, en concentrant les investissements, on va faire plus avec moins d'hectares. Ça peut augmenter jusqu'à 4, 5, 6 fois le rendement. Et Madame c'est la bon ministre, pour l'économie, mais c'est bon pour les autres activités aussi qui se font ailleurs sur le territoire, qui sont difficiles en ce moment. Ben, je vais oser une question si je peux. Est-ce que vous concédez au minimum 30% des forêts publiques à l'industrie forestière à cause de dans ce projet de loi? Non, la réponse à ça, c'est non. Vous concédez combien? On va zoner vous le concédez territoire. Combien de plus de territoire? Ça va être réparti régionalement. Ce qu'on veut venir, c'est sécuriser des activités économiques, mais protéger du territoire en parallèle. On a cet objectif de pouvoir avoir de la protection. Bien, à ce moment-ci, là, moi, je suis pas en mesure de vous dire régionalement, on veut régionaliser les décisions. C'est pour ça aussi que le projet de loi, on a certaines, sans dire un flou, on a une agilité dans les termes. Plutôt que de décrire chacune des actions, on va envoyer certaines décisions en règlement, certaines orientations par politique. Moi, je suis de profession, je suis avocate. La loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, c'est une des lois les plus complexes que j'ai eu à lire dans ma carrière. Sincèrement, il fallait envoyer des choses par règlement. C'est normal qu'en envoyant des choses par règlement, il y a des choses qui ne se retrouvent pas dans la loi, mais ça ne veut pas dire qu'on les sacrifie aujourd'hui. Alors, les zones d'aménagement forestier prioritaire, entre les travaux de récolte, comme ça se fait en ce moment, pour avoir d'autres activités comme la chasse, la pêche, du récréotourisme, des activités bien sûr traditionnelles. Je pense que je vais aller prendre une marche en forêt, Madame la ministre. Puis je vais vous laisser. Ben oui, mais vous allez pouvoir continuer. Je vais vous laisser continuer. Moi, je voulais juste savoir combien de territoires forestiers québécois qui appartient aux Québécois concédez-vous en termes de forêt publique, là? Je comprends que c'est complexe, puis je comprends que ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour qu'on aille dans les raccoins de tous les détails. Mais je veux savoir combien on concède de forêts publiques à l'industrie forestière dans ce projet de loi. Combien on en concède en plus? En date d'aujourd'hui, on concède 100% de tout ce qui n'est pas protégé. Suivant la possibilité forestière. Parce qu'il y a un forestier en chef qui vient dire, vous avez le droit de récolter, Madame la ministre, vous avez le droit d'attribuer des droits de 40 millions de mètres cubes au Québec. C'est 32 là, environ, là, mais 32 millions de mètres cubes partout au Québec. Arrangez-vous avec ça. C'est un peu ça en ce moment. Fait que là, on essaie de récolter partout. Et c'est ça qui met de la pression en ce moment. Et c'est ce qu'on vient dire. On va venir dire, on va concentrer les activités de récolte aux bons endroits. Donc, au lieu d'être à 100% de ce qui n'est pas protégé, on va être en nombre restreint. Une triade, c'est un principe de 3, mais moi, je veux le faire régionalement. Ça va dépendre de l'écosystème régional et c'est pour ça aussi qu'on a un aménagiste forestier. Les triades, là, on perd le monde parce qu'on leur a pas dit ce que c'était, les triades. C'est les fameuses 3 zones là, qui délimitent le territoire. Il y a des zones d'aménagement forestier prioritaires, il y a des zones de conservation, il y a des zones multi-usages. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on intensifierait dans les zones d'aménagement forestier prioritaire la coupe, là, finalement. Là. C'est ça qui fait qu'il y en a qui disent ça n'a pas de bon sens parce qu'on ne respectera pas la forêt. Bien, on va toujours respecter la possibilité forestière. Moi, je n'ai pas le droit d'attribuer plus que ce que le forestier en chef nous dit. Puis en ce moment, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est 100% du territoire forestier qui peut être visé par des travaux de récolte. Là, ce qu'on va venir dire, c'est qu'on va concentrer aux bons endroits ces activités-là pour permettre que, par exemple, des pourvoiries ou des ex, le territoire, il y a une moins grande pression sur le travaux de récolte dans ce secteur-là pour permettre d'autres activités comme de la chasse, de la pêche. La grande difficulté qu'on a en ce moment, c'est qu'on veut tout faire partout, la récolte dans tous les secteurs, et ça crée des problèmes, encore plus que ce que vous pensez. Moi, des blocus, c'est mon 3e épisode, là. Puis on n'avait pas de projet de loi au début de mon mandat. Il y avait des problèmes d'harmonisation récurrents. Mais madame, je sais que vous devez partir parce qu'on m'avait donné une heure précise, mais madame la ministre, je peux vous dire, il y a beaucoup de gens là, qui réagissent puis qui disent, si elle écoute les gens comme elle t'écoute, on comprend qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord. Et la notion c'est parce que on n'y arrivera pas, là. Comprenez? Si
il y a peu d'ouverture de votre part avec tout le blocus. Je veux dire, il n'y a pas 1, 2, 3 groupes. Là. Il y a des dizaines de groupes qui s'opposent à ce projet-là. Moi, quand j'ai des Premières Nations que j'entends dire, ça se peut que ce soit le prochain au cas. Si j'étais ministre à votre place, ça m'inquiéterait. Est-ce que ça vous inquiète ou vous dites, bof, on va passer notre projet de loi, puis il va falloir qu'ils vivent avec, là? Mais moi, j'ai commencé l'entrevue en vous disant on est en consultation, puis je demeure à l'écoute. Ceci étant, c'est normal que je défende notre position. Vous êtes à l'écoute. Mais est-ce que je peux terminer? Je veux juste terminer ce que je vous mentionne. Vous pouvez pas dire que je vous ai coupé. Non, mais je regrette, Madame la ministre. J'ai vraiment été respectueuse. Je vous ai pas coupé. Je vous ai entendu. C'est un monologue. J'essaie de comprendre comme tout le monde. Puis sincèrement, moi, ma dernière question, puis on va se quitter là-dessus, c'est on parle d'un prochain au cas. Au cas, là, tout le monde est traumatisé du Québec. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? La crise d'Oka, il y a eu un mort. Ce que j'ai dit aux Premières Nations, c'est faisons attention collectivement aux mots qu'on utilise, parce que si vous mentionnez que vous voulez attenter à la vie de Québécois, pour moi, c'est très inquiétant. Puis je prends ça très au sérieux, puis je tiens à vous rassurer, là. Il y a une table de haut niveau, on a un dialogue ouvert, il y a des propositions qu'on veut faire, mais il faut être deux, puis c'est le bon endroit pour avoir ce dialogue-là. C'est sur la table de haut niveau, mais on va continuer de discuter avec eux pour avoir des solutions, puis on a des solutions à proposer, mais on va le faire aux bons endroits. En terminant, je vous remets en tête le sous-thème numéro 4 de cette grande démarche de consultation là, que vous avez entrepris sur la forêt. Vous avez consulté plein de monde, qui est une belle initiative et le document est vraiment très intéressant. Et à la page 43, on dit plusieurs participants ont émis des commentaires concernant la gestion et l'octroi des droits sur le territoire forestier qui mériteraient d'être améliorés et optimisés. Entre autres, les droits déjà en vigueur devraient être considérés avant d'en octroyer de nouveaux. Des consultations devraient être tenues avant d'octroyer de nouveaux droits. Il y aurait lieu de revoir les critères économiques qui guident les décisions dans l'octroi de ces droits. Je vous invite à regarder dans le projet de loi, c'est prévu. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Ouf! Est-ce qu'on passe tout de suite peut-être à la réaction de Lucien Ouabanonik? Lucien Ouabanonik est chef du Conseil de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon. Il écoutait l'entrevue. Bonjour, Monsieur Ouabanonik. Quoi? Vous êtes là? Allô? Oui, quoi, à toutes et à tous. Bon matin, oui. Votre réaction à tout ce qui a été dit? Il y a beaucoup d'écrans de fumée. Pardon, j'ai pas compris. C'est beaucoup d'écrans de fumée, je dirais. Pour ma part, en tout cas, il y a beaucoup de... Vous l'avez dit vous-même, vous l'avez constaté, c'est un monologue. C'est ce qu'on entend aussi. Mais vous, là, parce qu'elle disait, la ministre Blanchette-Vézina, que finalement, d'abord sur... visiblement, ça n'a pas l'air de l'impressionner quand vous dites prochain au cas. C'est vrai que c'est quelque chose de gros de dire ça, mais je comprends qu'à un moment donné, quand on n'est pas écouté, on sort l'artillerie lourde. Vous n'êtes pas les seuls, d'ailleurs, les Premières Nations, à dire que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que je comprends pas, puis que les Québécois comprennent pas et qu'on devrait garder en tête quand on parle de ce régime forestier? Vous dites c'est pas bon. La ministre dit au contraire, les gens comprennent pas, c'est très bon. Ça va consolider, on respecte la forêt. Est-ce qu'il y a un bout de vrai dans ce qu'elle dit quand même? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous pouvez vous rallier quand même dans le discours de la ministre? Écoutez, première chose qu'il faut comprendre, ce projet de loi-là, ça a été écrit en collaboration avec l'industrie. Hein? Ça, c'est notre compréhension, c'est notre façon de voir et de faire la lecture. Parce que de A à Z, ça bénéficie seulement l'industrie. Ça ne bénéficie pas les travailleurs parce que c'est pas une vision à long terme, donc non pérenne. Ça exclut beaucoup de gens, les autres utilisateurs, dont nous, les Premières Nations, qui vient briser nos droits d'occupation millénaires sur ce territoire-là. Donc, c'est un territoire non cédé, je vous rappelle, des Premières Nations. Fait que ça, c'est des éléments déjà là qui font en sorte que ça ira pas très, très loin là, à nos yeux. Là. Nous, on veut collaborer. On l'a toujours dit, on l'a dit devant la commission parlementaire hier. Ceci dit, on ne ferme pas la porte à une collaboration constructive.
Nous, on a essayé vraiment de faire comprendre à la ministre vers où elle s'en allait. On l'a averti pas une fois, 2 fois, mais même 3 fois, 4 fois. Et on a utilisé les journaux pour justement faire référence à la crise d'Oka. Puis la ministre, elle dit, je l'ai entendu tantôt, là, si on intente à la vie d'un Québécois, c'est dangereux. Oui. Les Premières Nations aussi ont des vies. Là, c'est comme regarder juste d'un côté de la médaille, encore une fois. Elle divise la population. C'est elle-même qui crée cette division-là dans son langage, dans son discours, même public. Elle ne se gêne pas d'accuser les Premières Nations de tentatives, on va dire, dans ce cas-ci, je pèse mes mots, de mal faire ou des malfaisants. Hein, je ne dirais pas autre chose, là, mais ça, c'est sa façon d'aborder la question. Donc, c'est complètement... c'est pas constructif, là. C'est vraiment pas constructif, ce genre de discours-là, de ce langage-là. Nous, ce qu'on a fait, puis on a proposé des solutions écosystémiques. Je vais vous le dire, écosystémique, ça veut dire prendre en compte tout ce qu'il y a sur le territoire. Pas juste regarder l'arbre. L'arbre, déjà, il est déjà très petit au Québec, là. Vous regardez les camions qui passent, puis c'est de plus en plus petit, de plus en plus loin pour aller chercher ces arbres-là dans le territoire. Puis ça coûte de plus en plus cher aux contracteurs là, qui vont faire ces travaux-là. C'est pas l'industrie qui fait les travaux, c'est les contracteurs, c'est les gens qui vont, les camionneurs, c'est tous ces gens-là qui travaillent en forêt. Eux voient aussi ce qui se passe. Mais c'est et qu'est-ce qui se passe? Parler contre la main qui les nourrit. On peut comprendre ça. Voilà, c'est ça, parce que j'allais vous dire, c'est comme vous parliez de l'arbre, là, puis de l'écran de fumée, puis pour faire une autre analogie, j'ai envie de dire, c'est l'arbre qui cache la forêt, là. Qu'est-ce que nous, on voit pas, parce que on est loin de ce territoire-là. La plupart des Québécois vivent la moitié des Québécois vivent dans la grande région de Montréal, l'autre moitié dans des grands centres urbains. On est très déconnecté de ce territoire forestier qui fait partie pourtant de la richesse. C'est une des grandes richesses naturelles du Québec, la forêt, historiquement et avec les Premières Nations, il y a ce lien entre la communauté québécoise et les Premières Nations. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on sait pas, qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on nous cache, là? Parce que effectivement, on a vu des images, je parlais de l'erreur boréale tout à l'heure, parce que ce que Richard Desjardins, à l'époque, nous avait montré, c'est-à-dire des territoires qui étaient... On voyait de la forêt, mais dans le fond, quand on survolait, il y avait de la coupe à blanc. C'est encore ça? Est-ce que c'est moins pire? Est-ce que c'est pire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en savez, vous? Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis ce temps-là. C'est juste les terminologies qui ont changé. La façon de faire n'a pas vraiment évolué. Oui, effectivement, il y a encore du reboisement, mais c'est de la monoculture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, une monoculture qui brûle, mais c'est comme jeter de l'essence sur les arbres et ça prend feu instantanément. C'est ça que ça crée. Il n'y a pas de diversification, en tout cas très peu de diversification dans le reboisement actuel. Il n'y a presque pas de feuillus. Il y en a peut-être un peu dans le sud, mais au nord, là, c'est vraiment des résidus. Donc, on parle de sapins, pins gris, pinettes noires et autres essences. Là, mais à tout le moins, c'est ce qu'il y a dans le territoire un peu plus au nord. Mettons, à partir de Mont-Laurier, à partir de là, on commence à voir les changements en montant vers le nord. Mais ça, c'est la ceinture boréale qui passe d'est en ouest dans le territoire partout ici au Québec. Donc ça, c'est ce qui reste là. Si on regarde les 30 dernières années, ou 40, mettons, vous remarquerez que c'est une jeune forêt. Pour ceux qui savent, qui ont l'œil un peu, là, souvent, c'est des jeunes forêts. Ils n'ont pas eu le temps d'encore, ils n'ont pas atteint le niveau de maturité souhaité. Un arbre mature d'un épinette noire, là, ça peut mesurer 12 pouces de diamètre au plus. Puis là, ce qu'on voit, on va dire que c'est des chicots de 4 et 6 pouces peut-être à certains endroits où les transports, on voit qu'est-ce qu'ils transportent sur les camions. Là. Mais ça, c'est beaucoup ça maintenant. Puis ça va continuer dans ce sens-là parce qu'ils vont aller de plus en plus vers le nord. Ouais. Puis vers le nord, les arbres et les épinettes, ils sont de plus en plus petits. Hein. Plus on s'en va dans le toundra, plus c'est petit. Là. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. Là. Et ça, c'est pour ceux qui ont des intérêts vraiment là, de conservation, de protection de la biodiversité. Là. Je pense que les scientifiques sont l'un de ceux-là.
Ils font beaucoup d'études, il y a des analyses, il y a des recommandations, mais elles ne sont pas écoutées par ce gouvernement-là. D'ailleurs, on a eu une lettre ouverte, justement, hier ou avant-hier, me semble, qui était adressée parce qu'il ne pouvait pas participer devant la commission parlementaire hier. Il n'avait pas été invité par la ministre. Donc, imaginez, c'est la façon de faire de la ministre. Et je crois que la ministre, elle-même, ne comprend peut-être pas. Elle pense peut-être savoir certaines choses qu'on lui dit, mais moi, son chef forestier qui dit indépendant, ça, c'est pas vrai. Si vous allez dans le site du Parlement, allez faire un tour là, puis allez voir son ministère. Puis vous allez voir que le chef forestier, là, c'est un sous-ministre, c'est directement rattaché à son bureau. En tout cas, il est rattaché à son ministère, donc il n'est pas indépendant. Tout au contraire, ce monsieur-là travaille pour la ministre. Donc, il prend toute l'idée du ministre qui, lui, a des oreilles très attentives auprès de l'industrie. Donc, on fait les liens et on voit ce que ça donne maintenant. Là. Donc, il n'y a personne qui est écouté. Il n'y a personne qui va être respecté. Ça, j'ai beaucoup de difficultés à croire à ça parce que ce qu'on a lu, ça va d'un sens contraire. Oui. Et ça va être quoi la prochaine étape, Lucien Wabanonik? Parce que je vous plains un peu, je vous avoue, si vous essayez de discuter avec la ministre, c'est sûr que c'est complexe et compliqué. Moi, je me suis beaucoup référée, parce qu'effectivement, je reconnais là, qu'on ne connaît pas forcément tous les détails, mais il y a quand même des documents fort intéressants. Moi, j'ai lu la démarche des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt, qui est un document vraiment très, très, très détaillé et très simple à comprendre. Tous les citoyens peuvent aller le consulter, d'ailleurs. Ça s'intitule « Démarche des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt ». Il y a un rapport. Et sur les droits forestiers, c'est très, très, très simple de comprendre. Ce qu'on dit, c'est avant d'élargir puis de donner plus de droits, il faut équilibrer la gestion des volumes de détenteurs de droits forestiers. Il faut vraiment recalculer tout ça, puis il faut équilibrer la forêt publique puis la forêt privée. Bref, puis pas juste voir la forêt non plus comme sincèrement seulement un bien économique. Moi, c'est ça, moi, qui me chicote, je vous avoue, sans parler du fait que dans beaucoup de municipalités disent, et de régions le disent, coudonc, c'est un projet anti-région, parce que dans le fond, les petites villes des régions, là, qui pourtant devraient être les premières bénéficiaires de cette réforme, semblent pas être d'accord avec le projet de loi. Alors, à un moment donné, si personne n'est d'accord avec ton projet de loi, moi, je serais tentée, si j'étais ministre, de dire, attends, je vais peut-être changer ma loi, je vais peut-être parler plus aux gens, parce que c'est quand même l'idée, c'est le service public. Enfin, écoutez, c'est un dossier qu'on va suivre, mais la prochaine étape pour vous, très rapidement, Lucien Wabanonik, en se laissant? Bien, on a demandé une table de haut niveau. C'est nous qui avons proposé cette façon de faire à la ministre, parce qu'au départ, ça n'existait pas. Oui, elle a dit qu'elle allait vous rencontrer avec cette table-là. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que... Comment vous voyez ça? Nous, ce qu'on dit, les prémices de départ de ce projet de loi, ils sont déjà défaillantes. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'on va continuer avec quelque chose qui, déjà, au départ, ne satisfait pas beaucoup de monde, dont nous, les Premières Nations? Ou bien on va juste patcher, puis on va s'en aller comme ça, à broche à foin, puis on va espérer que c'est pour le mieux. Est-ce que c'est ça qui est souhaité? Pour ma part, non. Ça, on n'accepte pas ça. Nous, ce qu'on propose, c'est que rejeter complètement le projet de loi, refaisons les choses de la bonne manière avec les bons joueurs, avec les gens qui sont vraiment intéressés, et recommençons le tout. C'est du bon pied cette fois-là. Mais il y a une autre question qui se pose aussi, là. Vous savez, la forêt, la possibilité forestière, là, comment ils calculent, il faudrait voir les références, comment sont faits les calculs. Puis l'autre chose, c'est qu'il va falloir regarder bientôt, c'est que est-ce qu'il y a trop d'usines pour la forêt qui reste? Je veux pas, il va falloir y penser, là, parce que là, s'il y a peu de forêt, il y a plus d'usines, ben là, on a un problème. On s'en va tous vers un mur. Puis ça ne plaira pas à personne, là. On va tout y perdre. Puis ça, c'est économiquement parlant. C'est pas de bonne augure. Donc, il faut regarder les choses vraiment à long terme. Nous, on parle de cette génération en parlant de l'avenir, mais dans ce cas-ci, ce gouvernement-ci, il regarde trop à court terme. Donc, pour nous, c'est incompatible avec la protection de la biodiversité, la pérennité. Merci, Lucien. On doit malheureusement se quitter, mais tenez-nous au courant de votre prochaine rencontre avec la ministre des Forêts.
Merci bien, Lucien Wabanonik, chef du Conseil de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon. Je vous avoue, j'ai eu le plaisir d'aller planter des petites épinettes, là, de faire du reboisement dans une coopérative forestière dans le bas du fleuve. Les coopératives forestières, là, je vais vous en reparler parce que c'est une autre façon de gérer la forêt. Évidemment, c'est beaucoup de ces entrepreneurs-là. C'est vraiment des entrepreneurs, c'est des travailleurs de la forêt. Ils fonctionnent en coopérative. Les travailleurs sont payés de façon beaucoup plus équitable par rapport à chaque arbre qui est planté. Il y a un respect aussi de la biodiversité. C'est complètement une autre approche que celle des grandes forestières. C'est vraiment un très, très beau domaine et chaque fois que j'ai l'occasion d'aller en forêt, je me rends compte à quel point on a une richesse, là. Ça serait dommage de la donner, de la céder aux marchands qui n'y voient que leurs bénéfices à eux. Après tout, c'est à nous autres, hein, cette affaire-là. Faut pas l'oublier. On s'arrête ici.